Bonjour, voici la première vidéo additionnelle du cours d'Introduction à la chimie quantique. On a vu plein de choses dans ces 31 épisodes précédents. Rien que le résumé, à la fin, le 31e épisode fait presque 1 heure. Et donc, afin de tester ce que vous avez pu retenir, je vous ai extrait des morceaux de mes anciens examens que j'ai posés. Alors, comme le programme a évolué, vous n'avez pas des examens en entier. Il y aura 3 épisodes. Cette année, on fera une partie de 2013-2014. Puis le prochain, ce sera 2015-2016. Et à la fin, on fera un épisode sur un examen entier de 2018 qui est le plus pertinent, en fait, le plus récent. Et à partir de là, je vous mets d'abord l'énoncé. Faites pause, travaillez-le. J'essaierai de vous donner à peu près un timing, mais bon, c'est pas si important. Le but, c'est pas forcément de vous mettre en condition d'examen, c'est plutôt ici à froid, est-ce que vous êtes capable de ressortir ces connaissances-là. Et donc pour mes étudiants qui eux auront un examen ensuite, l'idée c'est d'être capable de le faire maintenant sous le stress du timer, d'accord? Mais à la limite, sur au moins cet épisode-là, ne pas mettre un timer, vérifier où en sont votre acquisition de connaissances, à quel point vous êtes capable tout seul d'aller rechercher l'information. À la limite, n'hésitez pas à faire pause une fois que vous avez terminé, enfin de ne pas regarder de suite la correction qui suit dans la vidéo, d'aller vérifier par rapport à votre prise de notes si vous êtes content de ce que vous avez pu faire, et après de vérifier que ça correspond bien à ce que moi j'attendais. D'accord? Il peut y avoir 2 sources d'erreur. 1. Ce que vous pensez être la bonne réponse, c'est pas ce que je demandais. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément bien compris ce que je voulais exprimer. Donc ça peut être aussi des fois ma formulation de question. J'essaye des fois de vous donner des pistes et des fois c'est pire qu'autre chose pour certaines personnes qui comprennent mes pistes de travers. Mais donc il y a cette possibilité-là. Et 2, ça fait appel à des connaissances que vous n'avez pas bien assimilées. Et donc là, à la limite, ça vaut le coup de écrire votre réponse, de vous corriger et de vérifier après si c'est bon. Et ça permet en fait en une seule fois de vous faire 2 corrections et ça envoie un message renforcé au cerveau. Pour corriger quelque chose qui est inscrit dans votre cerveau, il faut normalement y faire appel plusieurs fois pour bien renforcer le message. Et plus on fait appel à cette connaissance, plus elle s'inscrit. En fait, les fibres nerveuses se renforcent et voilà. Alors, donc c'est parti, on va en mode diapo. Je vous lis les questions. On fait pause et après je vous donne les corrigés. Donc là, je vais vous mettre toute la partie 2013-2014. Vous pouvez tout préparer d'un coup. Ok. Alors bien sûr, c'est plus pratique sous une feuille A4, mais là, bon, voilà. Vous faites diapo par diapo, à la limite, faites pause, et puis après, on se voit de suite après pour la correction, en deuxième partie d'épisode. Allez, c'est parti. Bien. Donc, quelques questions de cours pour 2013. Un composé diamagnétique possède. Donc là ici, pour chaque question, vous devez choisir soit vrai, soit faux. Il n'y a pas forcément que des réponses vraies, que des réponses fausses, ou au moins une réponse vraie. Non, c'est indépendant. D'accord? Pas d'autres consignes. Alors, donc un composé diamagnétique possède toujours un nombre pair d'électrons, toujours un nombre impair d'électrons, uniquement des orbitales moléculaires doublement occupées, uniquement des orbitales moléculaires simplement occupées. Attention, des fois dans ce genre de questions, ne traitez pas ça comme un contrôle simple de connaissances. Parfois, il vous faut dessiner quelque chose, par exemple un mini-diagramme, pour vérifier de quoi on parle. Parce que la phrase que vous voyez n'a peut-être pas été abordée telle qu'elle en cours. Mais on a vu suffisamment de données pour que vous puissiez
Devinez les réponses. Un composé paramagnétique possède toujours un nombre pair d'électrons, toujours un nombre impair d'électrons, uniquement des orbitales moléculaires doublement occupées, uniquement des orbitales moléculaires simplement occupées. Okay. Donc bien sûr, si vous ne savez pas ce qu'est un composé diamagnétique ou paramagnétique, il faudrait retrouver cette partie-là dans le cours. La méthode des OM, orbitales moléculaires, construite comme combinaison linéaire d'orbitales atomiques est approchée. Pour H2, les orbitales atomiques 1s considérées ne sont pas correctement polarisées par le noyau voisin. La combinaison linéaire d'orbitales atomiques plus, d'accord, donc 1s plus 1s, n'est pas assez intense dans la zone liante. La fonction d'onde peut être améliorée par l'ajout d'un peu de 2p dans la combinaison. Une combinaison linéaire d'orbitales atomiques des seuls 1s donne 99% de la fonction exacte, mais une erreur en énergie tout de même importante. Pour 2013, il y a encore 3 autres questions. Dans l'approximation de Born-Oppenheimer, les termes d'énergie cinétique des électrons sont considérés comme nuls. Les termes d'énergie cinétique des protons sont considérés comme nuls. Les termes d'énergie les termes d'énergie potentielle des électrons sont considérés comme nuls. Les termes d'énergie potentielle des protons sont considérés comme nuls. Dans un système polyélectronique, tous les termes peuvent être résolus de manière analytique, c'est-à-dire parfaitement. Les termes d'énergie cinétique des électrons ne peuvent être résolus analytiquement. Les termes d'attraction électron-noyau ne peuvent être résolus analytiquement. Les termes de répulsion entre électrons ne peuvent être résolus analytiquement. Soit deux atomes voisins placés sur un axe Z. Pour cette question, n'hésitez pas à dessiner, honnêtement. L'intégrale de recouvrement entre une orbitale atomique de chaque atome est nulle pour une distance interatomique nulle. Puis augmente jusqu'à une valeur de 0,5 vers 100 picomètres, puis diminue pour tendre vers 0 après 300 picomètres. Il s'agit d'une interaction entre deux orbitales 1s. Il s'agit d'une interaction entre deux orbitales 2px. Il s'agit de l'interaction entre une orbitale 2px et une orbitale 1s. Il s'agit de l'interaction entre une orbitale 2pz et du NOA 1s. Dessinez-les. Faites attention aux distances, aux différentes distances, et en fait, vous trouverez la bonne réponse par déduction. Troisième partie. Pour la partie 2013, un exercice de diagramme intéressant qui a souvent été mal géré, on va dire. Alors, donc il existe deux isomères pour la molécule contenant les trois atomes suivants, C, N et H. L'un s'appelle le cyanure d'hydrogène. C'est un gaz mortel dégageant une légère odeur d'amande douce et est à la base du zyklon B. L'autre s'appelle l'isocyanure d'hydrogène et c'est un composé instable n'existant que dans les milieux interstellaires. Démontrez à partir de diagrammes d'orbitales moléculaires quelle est la forme du cyanure d'hydrogène. Est-ce que c'est HCN ou HNC? Commentez précisément l'importance de l'interaction entre les S et les P dans la méthode CLOA et la pertinence d'un diagramme d'OM par hybridation pour répondre à ce genre de questions. Donc vous faites non seulement un diagramme, et en fonction du résultat que vous trouvez, vous pouvez aussi commenter donc l'importance du mélange SP ou de l'intérêt d'avoir fait de l'hybridation. Voire le mieux, c'est de faire les deux et de commenter. Il y avait pour 9 points, ça vaut le coup de faire deux diagrammes pour 9 points. Si on est bien à l'aise, d'accord ? Vaut mieux un beau diagramme bien fait, sûr, que deux très mal faits. Mais il vaut mieux encore mieux faire les deux bien faits rapidement.
Donc là, le but, c'est de démontrer si c'est HCN ou HNC. Et le diagramme qu'il faut faire, c'est CN. C'est ça, en fait, l'étape qui n'avait pas été comprise. Ne cherchez pas à faire un diagramme à 3 atomes, d'accord? Faites en fait le diagramme de CN, et en fonction de ce diagramme, vous pouvez en déduire où va s'accrocher H. Donc là, c'est la partie 2013. Donc ce que je vous ai montré là, sur les 3 diapos, vous pouvez prendre 1h, 1h20 là. Il est presque complet le sujet. Je vous rajoute une page de questions de cours de 2014. Et avec cette 4e diapo, vous pouvez travailler pendant 1h20. Dans les questions de cours, détaillez l'hamiltonien total pour la molécule hypothétique d'HEH, c'est-à-dire un hélium, un hydrogène. Quels sont les termes impossibles à calculer analytiquement? Quelles approximations adoptons-nous pour simplifier et réaliser le calcul? Quels critères doit respecter une bonne fonction d'onde? Comment faire le lien entre la mécanique quantique des questions précédentes et une mesure expérimentale? Comment procède-t-on à cette mesure? Nous avons beaucoup travaillé sur les diagrammes qualitatifs d'orbital moléculaire en combinaison linéaire d'orbital atomique, OM-CLOA. Rappelez les étapes et les règles à suivre pour fabriquer un bon diagramme. Que pouvons-nous déduire concernant les propriétés d'un composé à l'aire d'un diagramme? Il manque un point d'exclamation. Détaillez bien chacune de ces propriétés, définition, lien avec la mesure expérimentale, etc. Nous avons présenté 2 approches pour les diagrammes d'orbital moléculaires, avec les orbitales atomiques canoniques et avec les orbitales atomiques hybridées, expliquer en quoi ils diffèrent et les avantages et inconvénients généralement associés à chacune de ces approches. Donc, à partir de là, donc faites bien pause, ce qui suit, ça va être la correction. Hein? Alors, la partie diagramme de 2014, en fait, c'était un diagramme sur NO, et depuis maintenant, NO est traité en cours. À l'époque, il n'était pas traité en cours. Maintenant, il est traité en cours. Donc, en gros, vous avez juste à être capable de refaire NO. Il y avait des questions aussi. Il y avait d'autres parties de programme qui ont changé. Donc là, il ne reste plus grand-chose de 2014. Mais des questions de cours intéressantes. Bien. Correction. Pour la partie questions de cours. Un composé diamagnétique, il possède toujours un nombre pair d'électrons. Si on a un nombre impair, c'est forcément qu'il y a un électron célibataire. Ok? Et tous les électrons sont dans des orbitales doublement occupées. C'est-à-dire qu'à chaque flèche vers le haut, spin up, on aura un spin down, d'accord? Donc il y a un spin alpha, un spin bêta, et donc ils sont tous les deux toujours ensemble. Il n'y a pas d'électrons célibataires. Pour un composé paramagnétique, on a vu par exemple O2 qui est paramagnétique, il a des électrons célibataires alors qu'il a un nombre pair d'électrons. Il y a 2 électrons célibataires dans les pieds étoiles. Donc un composé paramagnétique peut avoir un nombre impair d'électrons, d'accord? Mais ils n'ont pas toujours un nombre impair d'électrons. Et ils n'ont pas toujours un nombre pair d'électrons. Donc les 2 premières sont fausses. Ils n'ont pas que des électrons avec des orbitales moléculaires doublement occupées, parce que dans ce cas-là, ils seraient diamagnétiques. Mais par contre, ils n'ont pas que des électrons dans des orbitales simplement occupées. Dans O2, on a plein d'orbitales doublement occupées, et c'est juste les 2 dernières où on a des électrons célibataires. Dans la méthode OM-CLOA, pour H2, donc je vous ai remis en fait ce que l'on avait. Quand on considère un S plus un S, donc là c'est ce que je vous ai dessiné à droite, et quand on compare la fonction réelle, on voit ici que là, les cercles, donc on a sur 2 plans en fait projetés, on voit
des cercles d'isovaleur de la fonction d'onde, qui est les fonctions d'onde ont une évolution radiale, d'accord? Et on voit qu'elles sont dissymétriques, c'est-à-dire qu'elles sont tirées vers l'intérieur. C'est parce que l'orbital 1s, ce serait un électron qui a uniquement un noyau au centre, et dans ce cas-là, on a quelque chose de purement sphérique. Mais là, comme cet électron, il ressent le noyau à gauche ou à droite, l'autre noyau, il est attiré vers lui. Et donc, cette orbitale-là est polarisée, elle est déformée. Donc, effectivement, les orbitales 1s considérées ne sont pas correctement polarisées par le noyau voisin. La conséquence, c'est que comme on n'a pas cette polarisation, la partie au centre n'est pas assez intense. Donc la combinaison plus n'est pas assez intense dans la zone liante, c'est-à-dire au milieu. Elle peut être améliorée par l'ajout d'un peu de fonction 2p. Donc c'est ce que l'on avait fait, c'est-à-dire que si l'on considérait au centre là un petit peu de 2p, ça ne veut pas dire qu'il y a des électrons dans la 2p, non. C'est qu'on va utiliser la fonction mathématique de la 2p pour polariser la 1s. Comme la 2p elle est dissymétrique le long de l'axe, ça va nous permettre de renforcer donc le gris qui s'additionne avec le gris. On renforce la densité électronique, la fonction d'onde et donc la densité électronique au milieu. Et ici le blanc annule le gris et donc en fait ça chasse un petit peu la fonction d'onde, ça diminue la fonction d'onde dans la partie ici à l'extérieur de la liaison pour la mettre au centre. Donc effectivement, quand on a en fait cette combinaison linéaire, on a une fonction qui est encore meilleure. Et de fait, on avait vu que si on prenait que les 1s, on avait une énergie qui était à 99% la bonne, mais le pourcentage d'erreur, ça correspond à peu près à 100 kJ, et c'est-à-dire l'équivalent d'une liaison chimique. Donc, en chimie quantique, quand on est à 99% du résultat, en fait, on a très bien la partie électron de cœur et on a très mal l'électron de valence. Et même, on a dans la partie d'électron de valence, on a très bien tout ce qui est autour des noyaux, mais la partie vraiment au centre de la liaison peut être très mal représentée. Et donc, l'énergie de notre liaison sera mal calculée. Et oui, en chimie quantique, 99%, c'est pas assez. Il faut viser plus haut. Dans l'approximation de Born-Oppenheimer, ce que l'on considère, c'est que les noyaux sont très lourds par rapport aux électrons. Dès lors, leurs termes d'énergie cinétique sont nuls. Par contre, les termes d'énergie potentielle entre les noyaux, eux, ne sont pas nuls. Ils sont constants. C'est-à-dire que les noyaux ne bougent plus, donc on peut calculer les répulsions entre les noyaux, d'accord, avant même de commencer le calcul. Donc ici, là, au passage, par rapport à la réponse 6, donc la partie T, ce sont les énergies cinétiques. Donc là, ici, ça, c'est la partie des noyaux. Donc celle-ci sera nulle dans Born-Oppenheimer. Là, ici, il y a électron-noyau, électron-électron et noyau-noyau. Donc ça, en fait, ça va sortir de l'hamiltonien et on va pouvoir le calculer à part. Et ici, là, dans ces termes-là, le K, c'est-à-dire les positions des noyaux, est fixe. La seule particule mobile, c'est l'électron. Et donc, dans un système polyélectronique, tous les termes peuvent être résolus de manière analytique. Et non. Quand il y a plusieurs électrons, c'est pas possible. Les termes d'énergie cinétique peuvent être résolus analytiquement parce qu'ils ne dépendent que d'un électron. Donc ça, c'est possible. Les termes d'attraction électron-noyau peuvent être résolus analytiquement, oui. Il n'y a qu'un seul électron et les noyaux ne bougent pas. Donc ça, c'est possible. Par contre, le terme de répulsion entre électrons ne peut pas être résolu analytiquement. D'où la différence entre l'énergie calculée et l'énergie exacte s'appelle l'énergie de corrélation, parce que c'est la corrélation entre les électrons, c'est le fait qu'ils sont indépendants dans leur répulsion, c'est-à-dire que I dépend de tous les autres électrons, et c'est le cas de tous les autres électrons. Tous les électrons dépendent les uns des autres. Leurs positions sont corrélées, donc on va parler d'une énergie de corrélation.
soit deux atomes voisins placés sur un axe Z. D'accord? Donc là, ici, on va prendre, donc là, c'est une des combinaisons, et l'intégrale de recouvrement entre une OA, donc là, on va prendre un S, et là, une 2PZ, est nulle pour une distance interatomique. Alors, si on prend par exemple la 1S avec la 1S, qui est la première, si on considère une distance interatomique nulle, c'est-à-dire que les deux noyaux coïncident l'un sur l'autre. Donc là, ça va être 1S sur 1S. Le recouvrement est total. Vous avez un recouvrement de 1. Donc ça ne peut pas être cette solution-là. Entre deux px, ben les px, là je vous ai mis cette orbitale là, vous imaginez que les deux coïncident, et ben elles vont fusionner, et donc l'orbitale 2p se recouvre avec elle-même, et ben on a quelque chose qui a un taux de recouvrement de 1. Donc ça ne peut pas être la deuxième option. Et la troisième option, ce serait une orbitale 2px comme ça, avec une orbitale s. Celle-ci est tout le temps perpendiculaire, donc le recouvrement est nul, quelle que soit la distance. Cette option-là, c'est la 2pz avec l'OA 1s. Si vous la mettez l'un sur l'autre, c'est-à-dire la 2s centrée, eh bien ici, vous avez du blanc avec du blanc et du blanc avec du gris. Au bilan, elle serait nulle, le recouvrement serait nul. Par contre, si vous déplacez, quand il n'y aura plus que du blanc avec du blanc, ça augmente. Puis, quand il s'éloigne beaucoup, on retombe vers 0. Et donc, effectivement, autour de 100 picomètres, qui est l'équivalent en fait d'une liaison chimique à peu près, eh ben, on va avoir un maximum de recouvrement entre ces deux lobes. Parce que ce lobe-là ne touche pas celui-là. Donc oui, c'est l'orbitale 2pz avec une 1s. Pour la partie diagramme, nous avons traité en cours CO. Vous pouvez faire et vous inspirer de CO pour faire CN. Elles se ressemblent beaucoup. Alors, en hybridation, on part d'un carbone qui a 4 électrons célibataires, de l'azote qui en a 5. On va créer une triple liaison, d'accord? Et il nous reste un azote avec un double non-liant, triple liaison. Quoi qu'il arrive, chacun des atomes a un voisin et une orbitale avec des électrons. Alors il s'avère que là, on n'a jamais traité ça en VSEPR, effectivement. Un électron tout seul, ben, il est dans une orbitale. Et donc il lui faut un doublet, sauf qu'il n'est pas doublé, c'est une orbitale non liante. Et en termes d'hybridation, ça reste pareil. On le compterait pour un E1. On n'a jamais parlé de E0,5. C'est par nombre entier en fait. Donc l'hybridation en fait à utiliser, c'est la SP. Mais normalement, la SP2, ça vous semblerait bizarre parce que vous serez obligé de casser une double liaison là, et quoi qu'il arrive, ça va vous emmener sur un truc bizarre. Après, sinon, c'est pas grave. Si vous avez la mauvaise hybridation, et si vous faites justement du canonique, vous verrez des différences et vous pourrez discuter les différences. Et ça me semblerait logique et sain. C'est-à-dire que si jamais vous prenez une mauvaise hybridation, eh bien, et que par contre vous travaillez, si vous choisissez en SP2, parce que vous considérez une AX1E2 pour les deux, vous n'allez pas avoir le même diagramme qu'en canonique. Vous allez avoir 4 doublés non liants et juste 2 liaisons. Et donc vous allez avoir une réponse qui sera un peu différente peut-être. Et bien vous pourrez tout à fait dire, ça ne correspond pas à mon orbital canonique. Probablement c'est dû à une hybridation qui est différente et en plus ça ne correspond pas au schéma de Lewis que j'attendais par exemple, avec une triple liaison CN. Par contre ce qui m'embêterait c'est que vous me dites ici AX2 en SP2 et après tout le diagramme vous le mettez en SP. Ce ne serait pas cohérent. Et au contraire, ça voudrait dire que grosso modo, tu mets des informations, vous mettez des informations, et après vous continuez pas sur cette méthodologie. Scientifiquement, c'est pas très propre. On sait que dans la méthode VSEPR, il peut y avoir un biais au départ, mais par contre après, il faut travailler proprement. On continue avec notre biais, on va jusqu'au bout, et normalement, le diagramme correspond
à notre schéma de formule développée, en nombre de liaisons, en nombre de doublés. Sinon, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Donc là, ici, on a une SP, c'est-à-dire que je vais prendre une orbitale S et une orbitale P, l'orbitale P qui va vers le long de l'axe internucléaire, et je les mélange, ce qui me donne une SP qui pointe vers la gauche, une SP qui pointe vers la droite. Ou là, vice-versa, mais grosso modo, il y a une SP qui pointe vers une autre SP, et les autres pointent à l'extérieur. Celles qui pointent à l'extérieur sont des doublées non liantes, d'accord? Et on a un système pi. Attention, dans CO et dans CN, j'attends des orbitales qui sont polarisées. Donc là, ici, l'azote est plus électronégatif, la sigma et les pi sont plus azote, et ici, la sigma étoile, les pi étoiles sont plus carbone. Le doublé, la SP qui pointe vers l'extérieur de l'azote est plus bas en énergie que celle du carbone. Une fois qu'on a rempli le nombre d'électrons, c'est-à-dire 5 et 4, 9 électrons, il nous reste une orbitale avec un électron célibataire, ce que l'on appelle une SOMO. D'accord ? Si vous l'appelez HOMO, c'est pas très grave. Mais effectivement, en anglais, ils ont un terme pour dire que l'orbitale est occupée par un seul électron. Singly occupied molecular orbital, ça veut dire SOMO. Et c'est pratique. Et en fait, ça nous indique d'ailleurs qu'ici, il y a un trou. Donc si on rajoute un électron, il ira là, plutôt que dans la LUMO. La LUMO, par convention, c'est la plus basse vacante, c'est-à-dire en gros celle qui est totalement vide. Bien, donc là en fait on arrive à CN et il va réagir avec H point. H point, il va vouloir se recouvrir et l'électron il ira probablement là et il va se mélanger avec l'orbitale 1s. Et donc en fait on va juste prendre cette orbitale, la mélanger avec une orbitale 1s pour fabriquer notre liaison CH parce que c'est sur le carbone. Donc d'après le diagramme, l'orbitale la plus réactive, elle est carbone. Et même si jamais vous mettez l'hydrogène avec les pi étoiles, et que vous oubliez en fait le trou qu'il y a ici, c'est pas grave. Elle est polarisée correctement, elle est côté carbone. Donc quoi qu'il arrive, visiblement, que ce soit en regardant la SOMO ou les LUMO, l'interaction privilégiée, c'est avec le carbone. Donc, plutôt HCN. En canonique, c'est à peu près pareil, en tout cas pour la partie pi, c'est pareil. La différence, c'est que là, on a deux orbitales qui peuvent se recouvrir en sigma de chaque côté. Donc on a un mélange SP. On a un mélange SP parce que, notamment ici, entre moins 16,7 et moins 16,6, il n'y a pas beaucoup d'énergie, mais cette orbitale-là de 2P, elle tombe entre les deux. Donc de toute façon, cette orbitale 2P, elle se mélange avec S et P ici. Et là ici, avec l'azote, celle-ci est plus basse, mais elle intervient quand même, et là on voit que la 2S, elle est entre les deux. Donc celle-ci se mélange entre ces deux-là, celle-ci se mélange entre ces deux-là. Ça nous donne suffisamment d'arguments pour dire qu'on va mélanger les SP partout, sur les 4, pour simplifier. Ce que l'on sait quand on a un mélange SP avec 4 orbitales, c'est qu'on a une orbitale qui est très liante en bas, d'accord ? Sauf si jamais on considérait qu'il n'y avait plus du tout d'interaction carbone, mais là ici c'est plutôt sigma, d'accord ? Et ici on a très peu d'interaction. Donc ici à un moment donné on pourrait dire c'est du sigma ou sigma étoile. En fait non. L'interaction ici est très faible, d'accord ? Donc c'est du non liant. Alors, le niveau le plus proche en énergie c'est lui. Donc lui il a un coefficient important. Mais on a deux autres coefficients assez gros qui est là, entre les deux. Et ce qui fait que quand on a une orbitale non liante qui tombe entre nos deux niveaux là, eh ben on sait, donc là on sait qu'elle sera entre ces deux niveaux là parce qu'elle est en dessous des pi. La première non liante, elle est en dessous des pi. Et les pi sont en dessous de ces p là. Donc de toute façon, celle-ci est forcément en dessous de celle-ci. Et donc tombera entre les deux. Et dans ce cas-là, elle sera plutôt azote. A l'inverse, le doublé qui sera au-dessus, donc là parce qu'en fait ça ressemble à CO ou N2, hein, dans ce cas-là le dernier niveau occupé c'est un niveau non liant, et en fait là comme tu es entre les S et les P, ce niveau-là, il sera beaucoup plus carbone qu'azote.
On retrouve donc quelque chose qui est très proche de la partie VSEPR. On a bien liant, anti-liant, non-liant et non-liant. À la différence que cette fois-ci, les doublés non-liants ne sont pas répartis 100% à gauche, 100% à droite. Ils sont en fait, la couverture électronique est répartie à gauche et à droite, mais il y a une polarisation. C'est-à-dire qu'on voit que la couverture électronique, la répartition n'est pas à part égale. Le plus gros coefficient indiquera une interaction favorisée avec l'hydrogène sur le carbone, parce que c'est le plus gros coefficient. C'est-à-dire que là, si par exemple l'hydrogène doit se mélanger, il fera le meilleur recouvrement avec le plus gros lobe. Le plus gros lobe, il est sur le carbone et à l'extérieur. Donc cette orbitale-là est bien non liante, plutôt carbone. Sachant qu'en plus la densité électronique c'est le carré, ça a tendance à exagérer encore plus les différences. Si vous considérez 60% et 40%, et si vous faites le carré de 60% et de 40%, vous allez voir que en fait la différence augmente largement en proportion. À partir de là, par contre en canonique, on peut comprendre pourquoi dans un milieu interstellaire, si jamais l'hydrogène, et comme il y a très peu de choc, l'hydrogène tombe de temps en temps de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un atome d'hydrogène tape sur Cn, mais de ce côté-là, il y a un peu de coefficient, et donc ils peuvent se recouvrir et ils peuvent faire une liaison. C'est pas le meilleur recouvrement, ça aurait été mieux de tomber de l'autre côté, mais comme les chocs entre molécules sont beaucoup plus rares, ils ne seront pas dans un bécher à pouvoir se décrocher et se raccrocher facilement. Et en fait, là, ce qui se passerait, c'est que normalement, si tu as HNC, eh bien, cette molécule, si elle tape sur une autre molécule, comme la liaison NH est plus faible, elle aura tendance à avoir un hydrogène qui se redétache jusqu'à ce qu'il retombe sur un autre hydrogène qui se remélange. Donc ça, c'est le genre de choses qui, en bécher, en phase gaz, sur Terre, arrivent constamment. Les chocs sont constants, il y en a plein. En milieu interstellaire, il y en a très peu, parce qu'on est en milieu ultra dilué. Bien. Pour la partie question de cours de 2014, détailler l'hamiltonien total pour la molécule hypothétique d'HEH. Donc, je vous ai mis l'énergie cinétique. HEH, il n'y a pas de charge. Ça veut dire que l'hélium apporte 2 électrons, l'hydrogène 1 électron, il y a 3 électrons. Donc on a moins H bar carré sur 2m E, dérivée seconde, d'accord, enfin, Laplacien du premier électron sur phi, plus Laplacien pour le deuxième électron sur phi, plus fois phi, plus Laplacien du troisième électron sur phi. Donc tout ça, c'est l'ensemble des 3 énergies cinétiques. Chaque électron a sa propre énergie cinétique. Il a sa propre répartition spatiale, et donc ils n'iront pas tout à fait. Puis on a l'énergie cinétique pour l'hélium, donc avec cette fois-ci la masse de l'hélium et le Laplacien pour l'hélium, et la masse de l'hydrogène et le Laplacien pour l'hydrogène. Ces 2 termes-là peuvent être considérés nuls avec l'approximation de Born-Oppenheimer. Pour VEN, c'est-à-dire les interactions potentielles électron-noyau, on aura électron 1 hydrogène, électron 2 hydrogène, électron 3 hydrogène, électron 1 hélium, électron 2 hélium, électron 3 hélium. Donc on aura 6 termes d'électrons noyaux. Vous multipliez le nombre d'électrons par le nombre de noyaux et ce sera le nombre de termes électrons noyaux. Il peut y en avoir vite beaucoup. Si vous imaginez par exemple le benzène, il y a 30 électrons, d'accord, et 6 x 5, 30 électrons de valence, hein, en considérant d'ailleurs même que les électrons de valence, avec 12 noyaux, ça fait 30 x 12 termes électrons noyaux. Mais c'est faisable, la machine peut le faire, il n'y a pas de problème. C'est laborieux, mais elle peut le faire. Pour l'interaction électron-électron, donc là ici on a la répulsion entre l'électron 1 avec l'électron 2, l'électron 1 avec l'électron 3, et l'électron 2 avec l'électron 3. Alors l'électron 3, il ressent déjà l'électron 1, donc là ici, il n'y aura pas le terme 3,1.
Et il n'y a pas le terme 2,1 puisqu'il y a déjà R1,2. Donc ici, par contre, on aura donc 3 termes de répulsion électron-électron. Et ces termes-là, eux, ne peuvent pas être faits analytiquement. Donc là, on fait les approximations. Dans les approximations, en fait, on considère des fonctions d'onde des orbitales moléculaires monoélectroniques. En fait, chacun a sa propre fonction. Et on considère qu'il ressent un champ moyen, c'est-à-dire qu'en fait, on moyenne les positions des autres. Et on améliore cette vision, c'est-à-dire on a en fait un système de champ moyen auto-cohérent, c'est-à-dire on va itérer, on va répéter le calcul en faisant des petites améliorations à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait l'énergie la plus petite possible grâce à la méthode de minimisation, la méthode des variations. Bien, et le dernier terme, pardon, un VNN, qui est la répulsion entre les deux noyaux, qui lui est une constante, facile à calculer. Quel critère doit respecter une bonne fonction d'onde? Donc là, on le voit, en fait, le critère important, c'est qu'il y a un Laplacien. Un Laplacien, ça veut dire une dérivée seconde. Ce qui veut dire que donc, les fonctions d'onde doivent être continues dans l'espace qui est pris en compte. Et normalement, c'est sur l'ensemble de l'espace. Mais au bout d'un moment, on peut considérer que les électrons, comme ils tombent à zéro, mais donc on a dans une boîte qui entoure la molécule, une grande boîte, il faut que notre fonction d'onde soit continue et dérivable, 2 fois. C'est-à-dire que d'ailleurs, la première dérivée est elle-même dérivable. Et en plus, il faudrait qu'elle soit normalisable. Troisième question. Comment faire le lien entre la mécanique quantique des questions précédentes et une mesure expérimentale? Comment procède-t-on à cette mesure? Donc là, ici, c'était pour savoir si vous avez bien retenu le fait qu'une fonction d'onde ne peut pas être mesurée expérimentalement. Par contre, le carré de la fonction d'onde multiplié par l'élément de volume nous donne le morceau de densité électronique à cet espace-là. Et cette densité électronique, elle, est une valeur expérimentale. Celle-ci, on peut mesurer la densité électronique. C'est une expérience qu'on appelle la diffraction des rayons X. Nous avons beaucoup travaillé sur les diagrammes qualitatifs d'orbitales moléculaires OM-CLOA. Rappelez les étapes et règles à suivre pour fabriquer un bon diagramme. Donc, un bon diagramme, d'accord, se fait en énergie croissante. Il vous faut 2 fragments. Et il vous faut leurs orbitales. Donc, si ce sont des orbitales atomiques, c'est 2 fragments atomiques, mais on a vu vers la fin du cours qu'on peut très bien considérer un atome central et les atomes autour. Ça ferait 2 fragments. Et dans ce cas-là, il vous faut les combinaisons adaptées à la symétrie en fonction de la symétrie de votre composé à travailler. Ces orbitales-là peuvent être hybridées ou canoniques. Vous devez utiliser un code couleur pour les recouvrements et les symétries, sinon ce sera très vite le bordel. Attention à la polarisation. Alors, vous êtes bien d'accord? Attendez, là, ce que je vous ai rédigé, c'est pas une réponse type. Hein. Justement, ne m'écrivez ça pas par cœur. Hein. Moi, ce que je vous explique, c'est ce que je veux comme information, à vous de l'écrire à votre style. Il faut nommer les orbitales moléculaires, il faut remplir ces orbitales avec des électrons, il faut expliciter les orbitales frontalières, HOMO, LUMO, SOMO, et calculer l'indice de liaison. Et normalement, en examen, il vous faut aussi discuter du diagramme sur sa pertinence pour répondre à une problématique, comme on a vu par exemple sur HCN, où le diagramme CN en fait c'est le même que CO, mais ça nous permet en regardant la HOMO de savoir si l'interaction avec un hydrogène, ça fera HCN ou HNC. Que pouvons-nous déduire concernant les propriétés d'un composé à l'aide d'un diagramme? Détaillez bien chacune de ces propriétés, définition, lien avec une mesure expérimentale, etc. Donc ça, en fait, c'est comment vérifier si vous avez compris quel est l'intérêt des diagrammes d'orbitales moléculaires pour leur utilisation après pour faire de la chimie. Et ça, justement, après, ce sera la prochaine série, le niveau plutôt L3, Bac plus 3,
Et donc l'idée c'est, avec un diagramme, on a la structure électronique. On peut calculer les indices de liaison et on peut vérifier avec une distance interatomique qui est mesurable expérimentalement. On peut vérifier la polarisation des liaisons et peut-être se raccrocher à des calculs de charge, etc. par exemple. On a la topologie, la forme de la HOMO. Ça nous donne des informations sur le caractère donneur ou base de Lewis. Déjà, si la HOMO est haute en énergie, ce sera un bon donneur. Basse en énergie, mauvais donneur, mauvaise base. Est-ce qu'elle est concentrée sur tel atome ou tel atome? Donc quel serait plutôt l'atome donneur? Et pareil pour la LUMO avec le côté accepteur. Sera-t-il un bon acide, c'est-à-dire avec une LUMO basse qui va vouloir accepter des électrons, un mauvais acide, ou sera l'atome le plus acide, etc. On pourrait discuter d'ailleurs du gap. Si la HOMO est très basse et la LUMO est très haute, il y a une très grande séparation entre la HOMO et la LUMO, et ça voudrait dire que cette molécule est a priori très stable. On pourrait discuter des propriétés spectroscopiques ou redox, en rajoutant un électron, en enlevant un électron, en excitant un électron de la HOMO vers la LUMO, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, on n'en a pas énormément parlé cette année, mais ceux qui sont déjà posé ce genre de questions ou qui ont déjà un peu écouté dans les corrections, les cours, ce qu'on faisait des diagrammes, peuvent voir à quel point, à partir du diagramme, on va pouvoir discuter de la réactivité du composé. C'est là tout le but. Sixième question. Nous avons présenté deux approches pour les diagrammes d'orbitales moléculaires, avec les orbitales atomiques, canoniques ou hybridées. Expliquer en quoi ils diffèrent, les méthodes, pas les approches, sinon ça aurait dû elles diffèrent, pardon, et les avantages et inconvénients généralement associés à chacune de ces approches. Définitivement, j'aurais dû dire expliquer en quoi elles diffèrent. Bon, OM-CLOA à partir d'orbitales hybridées et selon VSEPR. Ça nous donne des liaisons localisées, des doublés localisés. Il n'y a que des interactions à deux orbitales à chaque fois, puisque en fait les SP s'orientent les unes vers les autres, et donc on ne va jamais se retrouver avec un mélange SP puisqu'on l'a déjà fait avant de commencer. Le traitement il est antériori, c'est-à-dire avant même de faire les recouvrements, on a déjà préorienté la solution. Parce qu'on a choisi une hybridation selon un diagramme de formule développée, etc. C'est plus rapide. Quand on sait faire, honnêtement, ça roule très vite. Par contre, il y a un biais. Puisque comme on se base sur une formule développée, eh ben, si cette formule développée n'est pas bonne, notre diagramme, il ne sera pas intéressant pour expliquer ce qui se passe en termes de réactivité. Alors, c'est notamment le cas des interactions où il y a des interactions à un électron ou trois électrons, comme dans O2, où en fait on a deux électrons pi et un électron pi étoile dans chacune des interactions pi et pi étoile. Et donc ça nous fait deux interactions à trois électrons, et ça, ils ne savent pas faire. C'était pas prévu pour en fait. OM-CLOA, à partir d'orbitales atomiques, on n'a pas ce genre de défaut. Par contre, les liaisons sont délocalisées. Les interactions peuvent être à 2, 3 ou 4 orbitales en fonction de leur propriété de symétrie. Et par contre, on a des orbitales qui respectent la symétrie de la molécule, mais elles sont délocalisées. Ça peut être plus complexe, et c'est des fois aussi plus moins instinctif, on va dire, à interpréter. Mais c'est plus robuste pour faire tout ce qui est spectroscopie et changement d'état redox. Et au passage, les calculs les machines, elles font en fait du canonique parce que justement, elles n'ont pas besoin d'un biais. Parce que les machines, elles ne savent pas faire. Elles n'ont pas de culture chimique. Enfin, c'est pas tout à fait exact. On peut tout à fait coder ce genre de choses. Mais honnêtement, les programmes les plus utilisés travaillent en canonique. Bien. J'espère que ça vous a été utile. Je sortirai bientôt la suite 2015-2016 et encore après la 2018. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire des remarques, à faire des commentaires, à noter une coquille qui m'aurait échappé comme ça. Les prochains à regarder la vidéo auraient une vidéo encore plus corrigée et amendée. Et je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine.